Plus de 443 milliards de francs CFA, c'est ce que le Mali a déboursé en 2023 pour les dépenses militaires selon le rapport du CIPRI. Dissolution des associations à caractère ethnique, autre sujet évoqué dans les débats au dialogue intermalien, épisode 3 de la série de la semaine consacrée à la phase nationale du dialogue. Le président Joe Biden menace de ne plus livrer d'armes à Israël en cas d'offensive sur Rafah. Les explications, c'est tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition que nous ouvrons avec le communiqué publié hier de l'État-major général des armées qui a fait état des derniers développements concernant les opérations militaires en cours dans la localité de Jafarabé, située dans la vaste zone de Ségou. Les 6 et 7 mai 2024, des frappes aériennes coordonnées suivies d'une action terrestre ont visé avec succès des camps d'entraînement et des bases logistiques aux environs de Noubozo, sur la rive droite du fleuve Niger. En outre, hier, mercredi 8 mai 2024, une autre zone infestée a été identifiée sur la rive gauche, aux environs de Djabozo. Des regroupements de groupes armés terroristes y ont été observés et traités avec succès selon le communiqué des FAMA. Bien que des informations fassent état de la mort d'un important chef terroriste local, celles-ci sont actuellement en cours d'analyse et de vérification par les autorités compétentes, conclut le communiqué. Selon le rapport annuel de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, dont les données font autorité concernant les dépenses militaires, le Mali a déboursé en 2023 un peu plus de 727 millions de dollars, soit plus de 443 milliards de francs CFA. Assitoumani Koulibaly. Une augmentation de 24,91% par rapport à 2022, durant laquelle les dépenses ont été évaluées à 582 millions de dollars. Outre les achats d'équipements militaires, CIPRI inclut toutes les dépenses publiques pour les forces armées et les activités militaires, y compris les salaires et les avantages sociaux, les frais de fonctionnement, les infrastructures militaires, la recherche et développement, l'administration centrale, le commandement et le soutien. Depuis ce que les autorités nomment la rectification de la transition, plusieurs équipements militaires ont été achetés sans que leur coût ne soit toutefois communiqué. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a par exemple reçu le 16 mars 2023 des aéronefs militaires de combat et de surveillance L-39 et TB2. Cette remise faisait suite de celle d'une autre vingtaine d'aéronefs livrés le 19 janvier 2023 et le lancement des travaux de construction du camp moderne des dernières générations de Bougouni, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 14 mars 2023. D'après un autre rapport de CIPRI paru en 2023, sur la période 2018-2022, la plus forte hausse des importations d'armes au sud du Sahara a été enregistrée au Mali. Plus de 210% en comparaison avec les 5 années précédentes. La Russie a été le principal fournisseur du Mali au cours de cette période. Mais le Mali s'approvisionne aussi auprès d'autres pays, notamment la Turquie, avec des drones TB2 qui font partie des fleurons en la matière. Le gouvernement en a réceptionné une vingtaine le 4 janvier dernier. Ce qui fait aussi le succès de ce drone, outre son utilisation très simple, est son prix. Selon le site spécialisé Fortune.com, il est estimé à 1 million de dollars pièce, soit un peu plus de 618 millions de francs CFA. Même si les dépenses militaires maliennes sont importantes, elles sont loin derrière celles du voisin algérien. Les dépenses militaires de l'Algérie ont augmenté de 76% pour atteindre 18,3 milliards de dollars. Il s'agit du niveau de dépenses le plus élevé jamais enregistré par l'Algérie, et cela s'explique en grande partie par une forte augmentation des recettes issues des exportations de gaz vers les pays d'Europe à mesure que ces derniers se sont éloignés des approvisionnements russes. La phase nationale du dialogue intermalien se poursuit. Dans l'épisode 3 de notre série que nous y consacrons, nous parlons de la dissolution des associations à caractère ethnique. Un autre sujet, outre la réduction du nombre des partis politiques et la prolongation de la transition, s'est invité dans les débats. C'est un reportage de Soumaïla Fani. Créées pour la valorisation des cultures des ethnies, les associations à caractère ethnique ont vu le jour sous l'ère de la démocratie. Parmi les plus actives aujourd'hui figurent le Tapital Poulagou, le Boanimi ou encore le Jina Dogon. À mon sens, les associations culturelles
tels que moi je les perçois, sont des regroupements d'hommes et femmes qui sont désireux non seulement de garder la culture malienne à l'abri des érosions de toutes sortes, mais aussi de venir en réalité aider le pouvoir public à recoudre le tissu social, parce que toutes ces associations dites culturelles, elles sont nombreuses. Et elles prônent, entre autres, la cohésion sociale, le vivre ensemble, tout ce que le Mali a été avant cette crise. D'autres, par contre, estiment que ces associations à connotation ethnique pourraient entraîner des risques. Ça a des risques qu'une association ait une connotation ethnique. Le mot ethnie, c'est un mot que je n'aime pas. Je ne soutiens même pas qu'il y a des ethnies au Mali, tellement nous sommes brassés. Moi, je suis Ghana, mais je suis aussi Peul, je suis Bamara. C'est ça, le Mali. Il faudrait qu'on transcende le caractère ethnique des associations, qu'on transcende le caractère familial des associations, qu'on transcende le caractère régional des associations. Nous devons penser Mali avant de penser ethnie, avant de penser clan, avant de penser famille. Occasion pour certains participants au dialogue de recommander la dissolution de ces associations à caractère ethnique. Parce que les gens sentent le risque de ce genre d'associations à caractère ethnique. Ça a été soulevé dans beaucoup de commissions. Je pense que ce sont des choses qui remontent des communes. Elles remontent également des régions. Donc, par principe et par honnêteté, les propositions qui viennent des communes, elles doivent être considérées comme très sérieuses. Les propositions qui viennent des régions, elles doivent être considérées comme très sérieuses et être gardées comme telles, tant que c'est pour soutenir l'unité nationale. Un avis que d'autres qui ne le partagent pas estiment au contraire que ces associations prônent la paix et le vivre ensemble. La présence ou l'existence des associations à caractère ethnique, personnellement, ça ne me pose pas de problème, à condition que ces associations à caractère soient encadrées. C'est le plus important. Et moi, dans mon association, nous n'avons nullement l'intention de nous fermer aux autres. J'ai toujours prôné que nous soyons très ouverts aux autres associations, du même rang que nous, et que nous mettions le Mali au devant de tout. Ce n'est pas le fait d'être bobo qui est important pour nous, mais c'est le fait de pouvoir nous organiser à l'interne et faire un bloc pour avoir un impact en faveur du développement de chez nous, pour contribuer au développement de la région et au développement du pays. En ce qui concerne la pertinence de la dissolution des associations culturelles, je pense que cela doit être sérieusement discuté. Dans un pays où notre première richesse, c'est la culture, et notre identité, c'est surtout la culture, et même ce dialogue, il est conduit selon nos us et coutumes. Ce dialogue qui permet d'identifier les mots qui jalonnent notre pays aura aussi à proposer des pistes de solutions pour une sortie définitive de crise. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a publié ce 8 mai un nouveau rapport sur la situation sécuritaire au Mali. Dans le dit rapport, l'ONG pointe du doigt les groupes armés terroristes et les milices accusées d'exactions. On en sait davantage avec Aminata Keïta. Le rapport intitulé « Des groupes islamistes armés et des milices ethniques commettent des atrocités » a été rendu public hier par l'ONG Women Rights Watch. Le rapport est basé sur des successions d'attaques menées sur la période de janvier 2024 à Mopti par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'une part, et d'autre part par les milices d'Onso dans la région de Ségou selon l'ONG. Pour sa réalisation, Women Rights Watch affirme avoir mené des entretiens téléphoniques avec 25 personnes ayant connaissance de ces attaques, dont 15 témoins, 3 activistes maliens et 7 représentants d'organisations internationales entre février et avril. Elle a également déclaré avoir analysé des images satellites de maisons incendiées dans les zones attaquées. Je cite, « Un groupe islamiste armé lié à Al-Qaïda a tué au moins 32 civils dont 3 enfants et a incendié plus de 350 maisons dans le centre du Mali en janvier 2024, forçant environ 2000 villageois à fuir pendant que plus tôt en janvier, une milice ethnique a tué au moins 13 civils,
enlevé 24 personnes et s'est livré au pillage de biens et de bétail dans le centre du Mali, fin de citation, a déclaré Women Rights Watch. Pour l'ONG, ces attaques ont eu lieu dans un contexte de cycle de meurtres et de violences communautaires commis en guise de représailles dans le centre du Mali, constituent des crimes de guerre apparents et violent le droit international humanitaire. Women Rights Watch invite les autorités à enquêter d'urgence sur ces abus, à poursuivre les responsables de manière équitable et mieux protéger tous les civils en danger. Au Sénégal, un vol à destination de Bamako a fait une sortie de piste au décollage de l'aéroport suite à une accélération arrêt. C'était ce jeudi 9 mai à 1h14 du matin. Sur les 85 personnes à bord, on dénombre 10 blessés, dont un pilote. Les blessés sont hospitalisés et ont été pris en charge par les autorités sénégalaises. Le reste des passagers ont été acheminés à l'hôtel. Informé, le ministre des Infrastructures et des Transports ainsi que des responsables du secteur aéronautique ont effectué une visite aux passagers pour s'enquérir de leur situation et s'assurer de leur prise en charge. La reprise a été prévue pour ce matin à 9h30. Hors du continent, le président américain Joe Biden s'est dit prêt à cesser de livrer certaines armes à Israël en cas d'offensive majeure à Rafah, posant publiquement et pour la première fois des conditions au soutien américain à son allié, Djeneba Samaki. Depuis plusieurs jours et en particulier depuis le début de la semaine, la Maison-Blanche a fait savoir qu'elle n'est pas favorable à une opération terrestre à Rafah sans plan sérieux pour protéger les millions de civils palestiniens qui y ont trouvé refuge depuis le début de la guerre israélo-palestinienne. Mercredi soir, le président américain Joe Biden a averti publiquement qu'il ne livrerait pas certaines armes à Israël, dont les États-Unis sont les premiers soutiens militaires, en particulier des obus d'artillerie, en cas d'offensive majeure contre Rafah. C'est la première fois que le président américain pose publiquement des conditions au soutien militaire américain à Israël. Interrogé sur l'opération militaire qu'Israël a d'ores et déjà lancée à Rafah, localité du sud de la bande de Gaza, où plus d'1 million de Palestiniens se sont réfugiés, Joe Biden a dit qu'elle ne touchait pas des centres de population, laissant donc entendre qu'il ne s'agit pas là d'une offensive majeure exigeant une réaction de sa part, ajoutant qu'Israël n'a pas encore franchi une ligne rouge à Rafah. Je l'ai dit clairement à Benjamin Netanyahou et au cabinet de guerre, ils n'auront pas notre soutien s'ils entrent vraiment dans les centres de population, a encore affirmé le président américain. Joe Biden a endossé le rôle de premier soutien à Israël à la suite de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, mais sa relation avec Benjamin Netanyahou a connu plusieurs épisodes de forte tension et pourrait atteindre un point de rupture autour de la question de Rafah. Ce jeudi, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a estimé difficile à entendre et très décevante la menace du président américain Joe Biden de cesser la livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive d'ampleur à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ces agissements interviennent alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou martèle depuis des mois être déterminé à lancer une offensive terrestre d'ampleur contre la ville de Rafah, où, affirme-t-il, se cachent les derniers bataillons du Hamas, mais où s'entassent aussi 1,4 million de Palestiniens, dont plus d'1 million déplacés par 7 mois de combats et de bombardements qui ont laissé en ruine les restes de la bande de Gaza. Aux côtés du Qatar et de l'Égypte, les États-Unis assurent une médiation qui tente depuis des mois de convaincre Israël et le Hamas de conclure une trêve censée permettre notamment une pause dans la guerre et la libération des détenus palestiniens des prisons israéliennes contre des otages enlevés par le Hamas lors de sa sanglante attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre. Des négociations indirectes ont repris mercredi au Caire pour tenter de parvenir à un compromis et éviter l'assaut annoncé sur Rafah. La dynamique offensive des FAMA, c'est la une du journal du Mali cette semaine. En effet, depuis plusieurs semaines, les forces armées maliennes multiplient les opérations contre les groupes armés avec pour objectif de sécuriser l'ensemble du territoire national. Le journal du Mali vous parle également des recommandations du dialogue intermalien, aussi des objectifs JO de l'athlète Djenebou Dante, à lire et télécharger sur www.journaldumali.com.
www.rfi.fr.com. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.